Tu me dis quand est-ce que je lance le record On et je on peut record. commencer gentiment? Alors, hop, c'est bon, je record. Ok. Alors, bonjour à tous. Bienvenue à cette nouvelle réunion du nouveau semestre. Et aujourd'hui, c'est Fingal, ancien président des Irratationnels, qui va nous parler de photonique. Alors, Fingal, je te laisse la parole. C'est quand tu veux. Parfait. Salut à tous. Donc oui, en effet, j'étais au CIROD, j'étais un étudiant de l'EPFL. J'ai fait mon bachelor à l'EPFL de physique en 4 ans et ensuite j'ai fait mon master en ingénierie physique. J'ai passé ma deuxième année en gros à Ligentech, la startup où je travaille maintenant. J'ai passé la première année, le premier semestre de la deuxième année en stage. Ensuite, j'ai fait mon projet master en entreprise à Ligentech. Donc, je vais commencer par vous présenter un peu ce que c'est. Ça risque d'être un petit peu différent des séminaires que vous avez eu avant, vu que de ce que j'ai compris, je suis la première personne qui parle qui n'est pas du monde académique. Donc, ça risque d'être un petit peu plus appliqué, un petit peu plus marketing peut-être, j'espère pas trop, parce que j'ai les slides que les ingénieurs de marketing m'ont passé. Voilà, et puis après, je vais expliquer un peu ce que je fais rapidement comme travail là-bas et à quoi je sers en gros. Après, vous pourrez me poser des questions si vous en avez. Donc, Ligentech, c'est une startup qui est située sur le campus de l'innovation. Il y a plusieurs centaines de startups qui sont situées sur le campus de l'EPFL. Nous, on est dans ce bâtiment, de l'autre côté de l'avenue Tir fédérale. Est-ce que vous voyez ma souris d'ailleurs quand je la bouge? Parfait. On est une spin-off, c'est-à-dire que la startup a été créée à partir de découvertes ou de sujets étudiés dans un laboratoire de l'EPFL. Dans ce cas-là, c'est le laboratoire du professeur Kippenberg, le K-Lab. Ils ont deux sujets de recherche différents et celui d'où notre startup vient, c'est la photonique intégrée en nitrure de silicium. Donc la startup a été créée il y a 4 ans, je crois, par 3 personnes, le professeur Kippenberg et 2 de ses postdocs ou chercheurs qui sont Michael Geiserman et Michael Zerbas. Et maintenant, on est 22 en tout employés, je crois. Il y a 1 an et demi, on était 12, donc un peu en période de forte croissance, donc c'est amusant. En termes un peu avant que je commence à expliquer ce qu'on fait, peut-être juste expliquer où on se situe un peu dans le marché. Donc, on est une entreprise qui ne crée pas un produit de A à Z. On est une entreprise qui rend un service à des clients. Donc, nous, ce qu'on fabrique, c'est des puces de photonique. Je vais revenir après sur ce que c'est exactement. Mais des clients, en gros, veulent des puces avec un circuit spécifique dessus. Et ces clients ont normalement déjà un circuit qu'ils nous donnent, que nous, on fabrique. Ensuite, on leur envoie les puces fabriquées. Et ensuite, ces puces doivent être adaptées pour des systèmes, doivent être adaptées pour des projets de recherche, pour des produits divers. Donc, nous, on ne fait clairement pas un produit fini. On est juste une étape dans toute cette chaîne un peu de production. Donc, ça ne veut pas dire qu'on ignore totalement ce qui se passe avant ou ce qui se passe après. Quand un client veut faire un design de circuit, souvent, ils vont vers des partenaires qu'on a, c'est-à-dire qu'ils demandent à une entreprise de créer un design pour eux. Et ensuite, c'est envoyé vers nous et nous, on la fabrique, on teste les puces, on regarde si elles marchent bien et si elles marchent bien, et ben, on les envoie aux clients. Ensuite, souvent, ce qui se passe, c'est que ces puces sont donc packagées, souvent, c'est-à-dire pour qu'on puisse les utiliser beaucoup plus facilement, ou elles sont incluses dans des grands projets de recherche, souvent, par exemple, des projets de l'ESA, des projets de recherche de l'Union européenne, plein de choses comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on fabrique concrètement? On fabrique des puces, donc c'est des circuits intégrés, un peu comme les circuits intégrés qu'il y a dans tous les produits électroniques que vous avez, vos téléphones, vos ordinateurs, n'importe quoi qui a un écran, choses comme ça, il y a toujours une puce derrière. Et à la place qu'on ait une puce qui fonctionne avec des électrons, on a une puce qui fonctionne avec des photons, donc qui est faite pour recevoir de la lumière, pour faire des opérations dessus, et ensuite redonner la lumière qu'elle a traitée en sortie. Donc, ce n'est pas du tout quelque chose qui cherche à remplacer les circuits électroniques classiques. Ça s'adresse à des domaines d'application qui sont totalement différents. Beaucoup de domaines d'application qui sont un peu en phase de recherche en ce moment, qui ne sont pas encore exposés à une production massive en industrie actuellement, mais ça commence à arriver là. Donc là, vous avez 2 images. Par exemple, vous avez sur l'image de gauche une boîte avec quelques puces qui ont été triées. Et puis à droite aussi, une image un peu zoomée de quelques-unes de nos puces. Donc c'est vraiment des choses assez petites. Les tailles standards, ça peut être 5 mm par 5 mm ou 5 par 5 mm par centimètre. Concrètement, quand on les fabrique, c'est sur un wafer. Donc, comme en circuits intégrés normaux électroniques qui viennent de la ligne CMOS, en gros, tu commences avec un wafer en silicium, juste du silicium. Il peut avoir une taille différente. Donc, actuellement, dans les circuits intégrés électroniques, les tailles classiques, c'est des rayons de
20 à 30 cm. Nous, on travaille dans la salle blanche de l'EPFL, donc on travaille plutôt sur une base de 10 cm. Donc, c'est des wafers assez petits qui font à peu près cette taille. Mais on va bientôt essayer de passer à une taille plus élevée parce qu'on essaye de passer une étape de production différente. Mais en gros, ce qui se passe, c'est qu'on part avec un wafer de silicium et ensuite, dessus, on va faire plein d'étapes de nanofabrication, de la lithographie, du etching. On va venir poser des couches très fines de certains matériaux. On va venir creuser avec des ions, avec des électrons, faire plein de choses pour essayer de construire, en gros, le circuit qu'on veut sur le wafer. Et à la fin, en gros, on a un wafer avec plusieurs centaines de puces. Donc, généralement, on a un ensemble de puces avec des designs différents. Et cet ensemble, il se répète plusieurs fois sur le wafer. Donc, on aura peut-être sur un wafer, je sais pas, 12 designs différents. Et pour chaque design, on aura une quinzaine de copies. Sur la gauche, là, vous avez un exemple d'une puce qu'on fabrique, donc vue de près. Donc, je crois que là, c'est 5 par 10. Donc, vous voyez que le concept, c'est qu'on a un truc assez plat, donc vraiment c'est très très fin comme matériau, c'est peut-être 1 mm d'épaisseur. Et dessus, on a ces circuits. Donc l'idée, c'est qu'on va venir, on va envoyer la lumière dans la puce. Donc généralement, on vient avec une fibre qu'on met d'un côté ici. Donc là, on a une facette où on a les guides d'onde, je vais revenir sur tout ça juste après, qui sont à la facette. On vient avec une fibre, on va positionner très précisément au niveau de l'entrée de la structure qu'on veut utiliser. On envoie la lumière dedans en la plaçant vraiment au bon endroit, vraiment au niveau du bord de la puce. La lumière va se coupler dans la puce, va se propager dans la structure qu'on veut utiliser, elle va ressortir de l'autre côté, et puis on récupère avec une autre fibre pour analyser un peu ce que la puce a fait. Voilà, donc ça c'est vraiment le principe de base. Ensuite, ce qu'il y a sur la puce, ça dépend du client, ça dépend du projet. Ça peut concrètement être un peu n'importe quoi. Ça peut être des splitters, ça peut être des résonateurs, ça peut être des multiplexeurs, ça peut être juste une spirale, ça peut juste être un guide d'endroit qui ne sert à rien. Voilà, il y a plein de choses à faire. Mais je vais présenter un peu quelques structures après. Donc concrètement, à quoi ça ressemble? Le concept, c'est, comme j'ai dit, qu'on part avec un wafer de silicium. Donc ici, c'est en gris, sur lequel on va poser différents matériaux. Et à la fin, donc, si on parle de peut-être la structure la plus basique qu'on a, à la fin, on a un matériau. Ici, c'est du silicon oxide en bleu. Et à l'intérieur, on a donc du nitrure de silicium, qui est le matériau qu'on utilise pour faire passer la lumière d'un endroit à un autre. Donc, si on regarde cette puce, par exemple, toutes ces choses-là, tout ce qu'on voit là, toutes ces structures, les guides d'onde, les boucles ici, tout ça, c'est du nitrure de silicium. C'est là-dedans que la lumière va se propager. Donc, c'est le truc violet ici. Donc, cette vue-là, c'est la vue de côté. Si on regarde la puce avant, c'est comme si on regardait de ici, dans le plan de la puce. L'idée de base, qui est très simple, c'est que l'indice de réfraction du milieu du nitrure de silicium va être plus élevé que celui du milieu autour. Donc concrètement, quand on envoie de la lumière dedans, avec le bon angle, on va avoir une réflexion interne totale et la lumière ne va pas s'échapper de la structure dans laquelle elle se propage. Et donc, c'est grâce à ça que la lumière va aller d'un endroit à un autre dans le circuit. Forcément, c'est de la nanofabrication, donc on peut faire plein de choses très customisées. Il y a beaucoup de clients qui viennent avec des idées très précises de ce qu'ils veulent. Ils ont des exigences assez spécifiques pour des projets spécifiques. Donc, par exemple, on peut faire des guides d'onde. Donc, le guide d'onde, si jamais pour clarifier, c'est vraiment la chose dans laquelle la lumière se propage. On peut faire des guides d'onde avec une forme spéciale. On peut ouvrir le haut pour qu'on puisse envoyer de la lumière directement sur le guide d'onde pour que ça se propage. On peut poser des matériaux différents dessus, des métaux, par exemple. Je reviendrai sur pourquoi après. Alors, pourquoi est-ce qu'on travaille avec du nitrure de silicium et pourquoi est-ce qu'on a des clients? Le nitrure de silicium, en gros, c'est un matériau qui est assez sympa parce qu'il nous permet de travailler avec beaucoup de longueur d'onde. Donc, en photonique, le domaine de la photonique est extrêmement large. C'est un truc, il y a plein de domaines qui n'ont absolument rien à voir qui sont dans cette catégorie. Et beaucoup de ces domaines utilisent des longueurs d'onde différentes. Donc, un des plus connus, c'est le télécom qui utilise le près de l'infrarouge vers 1550 nanomètres. Mais ensuite, il y a d'autres domaines, par exemple la biologie, qui utilise beaucoup le visible, donc qui n'est pas du tout dans la même plage de longueur d'onde. Et l'avantage du silicium, plutôt, mais le nitrure silicium, c'est un dérivé du silicium, c'est que vraiment on a cette transparency, donc ça veut dire qu'on a la lumière se propage et reste confinée dans nos guides d'onde pour une très large plage de longueur d'onde, donc 400 à 3500 nanomètres. Un autre avantage, c'est qu'on peut envoyer beaucoup de lumière dans la puce, c'est-à-dire avec une puissance très élevée, ce que d'autres matériaux ne peuvent pas supporter. Vu que c'est des structures toutes petites, si tu envoies beaucoup de lumière dedans avec une puissance de quelques watts,
il se peut que le matériau juste commence à chauffer, il se détruise et qu'il y ait trop de défauts et qu'ensuite il collapse et que ça casse la puce. Mais avec le tonneau nitrure de silicium, on peut envoyer beaucoup de puissance et ça, c'est intéressant pour beaucoup de sujets de recherche dont je ne parlerai pas trop dans sa présentation, mais beaucoup d'optiques non linéaires et de choses comme ça. Beaucoup de choses sur lesquelles le laboratoire du professeur Kippenberg travaille. Une dernière chose, c'est que c'est très stable en termes de température. Donc, si la température ambiante change de quelques degrés, ou même de plusieurs dizaines de degrés, a priori, la puce fonctionne toujours de la même manière et il n'y a pas de changement dans les propriétés optiques. Alors, la chose pour laquelle Ligentech est connu ou a du succès, c'est le fait qu'on arrive à faire du nitrure de silicium avec des couches très épaisses. On arrive à faire des très gros guides d'onde. C'est quelque chose d'assez difficile à faire en termes de fabrication pure, parce que dès qu'on fait des couches épaisses de silicium de manière générale, c'est très facile que ça se craque, qu'il y a des défauts. Donc ça, c'est des choses très spécifiques à la fabrication, donc je ne suis pas un expert dedans, mais voilà. C'est assez difficile à réaliser. Et en gros, Ligentech a une recette qui permet de le faire sans qu'il y ait trop de défauts, sans qu'il y ait trop de craquements et qui marche bien. Donc ça, c'est un résultat d'années et d'années de recherche dans le laboratoire de professeur Kippenberg et dans d'autres laboratoires aussi. Et puis à l'intérieur de la startup aussi, où il y a un département de R&D qui essaye de tout le temps améliorer tout ça. Donc pourquoi est-ce qu'on cherche à avoir un guidon si épais, si gros? C'est parce qu'on veut que notre lumière qu'on propage dans nos circuits soit totalement confinée. Forcément, la lumière, quand on envoie un photon dans un guidon, on ne voit pas juste une particule, on envoie un champ électromagnétique. Et ce champ, il n'est pas discret, il a un rayon, c'est la largeur du mode en gros. Et quand on envoie de la lumière à partir d'une fibre, ce mode peut être assez élevé. C'est très dur d'envoyer un mode tout petit. Et forcément, on veut que ce mode il reste confiné dans le guidon. Si la taille du mode est plus grande que le guide d'onde et qu'une partie de ce mode est en dehors, bah forcément, à cause de l'évanescence du mode, il y a une partie de la lumière qui va s'échapper et qui va graduellement se propager dans la puce au fur et à mesure qu'elle avance dans le circuit. Donc, avec une nitrure de silicium, on peut faire des guides d'onde assez épais, donc jusqu'à 1 micromètre, et on peut avoir ce mode qui est pratiquement entièrement confiné dans le guide d'onde, ce qui fait qu'il y a très peu de perte de propagation. L'autre chose très cool, c'est qu'on peut faire des structures qui ont des façons d'être designées qui permettent de prendre beaucoup moins de place. Donc, si on a un guidon épais avec de la lumière bien confinée, on peut faire en sorte que le guidon tourne de manière très abrupte sur lui-même, fasse des virages très serrés, sans que la lumière soit perdue, parce que le mode est confiné. Alors que s'il n'était pas confiné, forcément, si tu as un virage comme ça et que le mode n'est pas confiné, bah, il arrive là, il ne va pas prendre le virage, il va sortir. Ça, c'est avantageux parce que ça nous permet de faire plein de structures, rien que celle-là, par exemple, les AWG ici. On peut faire des bons tournants quand on fait des spirales qui ont certaines applications pour le télécom, où c'est juste un guidon qui tourne sur lui-même. Et ben, on peut faire tourner avec des courbures très petites. Et ça nous permet de prendre beaucoup, beaucoup moins de place sur une puce, ce qui fait que soit la puce va être beaucoup plus petite, ce qui est bien pour plein d'applications, soit on peut mettre beaucoup, beaucoup plus de structures sur une même puce. Et donc, les clients sont contents parce qu'ils ont beaucoup plus de produits pour le même prix. Voilà, ça, c'est les deux grands avantages d'avoir un guide d'onde très épais et tous les avantages d'utiliser un dérivé du silicium. OK, donc à qui est-ce qu'on vend des puces? On a des domaines d'application très larges. Comme j'ai dit, la photonique, c'est très large. Et la photonique intégrée, par défaut aussi, ça concerne beaucoup de domaines. Pratiquement tous les domaines de la photonique classiques sont intéressés par la photonique intégrée parce que ça permet de réduire la taille de plein de setups, ça permet de réduire la taille de plein d'opérations à des tailles toutes petites. On a 3 gros domaines d'application sur lesquels on se concentre, qui sont ici. La plupart des domaines d'application de la photonique, vu qu'ils sont encore au niveau de la recherche, ce n'est pas des choses au niveau industriel, donc c'est très hypothétique. On vend à des entreprises qui font ces choses, mais ça se trouve, dans 10 ans, plus personne n'en fera parce qu'on se sera rendu compte que ça ne sert à rien. Donc, les choses changent très rapidement. Tous les 2-3 ans, il y a des nouveaux domaines qui apparaissent, il y en a qui disparaissent. Il y en a, ça fait 10 ans, par exemple le LIDAR, ça fait longtemps qu'on dit que ça va révolutionner beaucoup de choses, mais ça n'arrive toujours pas. Mais on a encore espoir que ça révolutionne. Donc le LIDAR, par exemple, l'idée, c'est de faire la détection dans les voitures autonomes. Donc beaucoup de voitures actuellement, par exemple, je crois celle de Tesla, je ne suis pas sûr, il faudrait vérifier, utilisent pour détecter des objets quand elles se déplacent, elles utilisent des caméras normales. Et en gros, elles filment les objets et ensuite ils font du traitement d'image sur l'image qui a été capturée, donc du normal image processing. Et sur ça, ils essaient de détecter les objets, ils essaient de détecter les lignes, ce genre de choses. Le LIDAR, en gros, c'est un peu comme un radar, sauf que ça utilise plein de longueurs d'onde différentes.
Alors, je ne connais pas tous les détails de comment ça fonctionne, mais de manière générale, en gros, l'idée, c'est d'envoyer plein de lumière à plein de longueurs d'onde différentes, un peu dans tous les sens vers l'environnement autour de la puce, avec un générateur de photons. Et ensuite, récupérer toute la lumière qui rebondit, comme un radar, revient vers la puce, et grâce à ce qu'on enregistre de toutes ces longueurs d'onde différentes, déduire la position de l'objet, déduire sa vitesse, déduire sa taille. Et ça permet de map en temps réel, en gros, tout l'environnement qu'il y a autour de l'objet qu'on utilise. Donc, dans ce cas, la voiture. Donc ça, c'est un domaine qui est forcément intéressé par la photonique intégrée, vu qu'on peut faire des puces minuscules qui peuvent récupérer cette lumière et process toute cette lumière, séparer toutes les longueurs d'onde, mesurer leur intensité, en gros, et faire la plupart des opérations qui sont nécessaires au processus du LiDAR, avec vraiment une puce toute petite, toute légère, et qui ne coûte pas si cher que ça. Pour l'instant, ce n'est pas trop industriel parce que c'est encore au stade de la recherche. Donc, comme je le disais, ça ne marche pas encore. Le labo de Kippenberg, justement, ils étudient pas mal ça. Ils essayent de rendre ça viable. Mais on a des clients d'entreprises de voitures qui nous achètent des puces de temps en temps parce qu'ils ont des groupes de recherche dédiés à ça. Ils essayent de mettre ça en place. Le deuxième grand domaine d'application, c'est toutes les technologies quantiques. Un de nos gros clients, c'est Xanadu. C'est une entreprise canadienne qui fait des ordinateurs quantiques. Et ils utilisent nos puces pour, en gros, générer des squeeze states qu'ils utilisent ensuite pour faire des opérations quantiques. Et ensuite, ils envoient ce qui sort de la puce vers des détecteurs de photons. L'avantage, en gros, de nos puces, c'est que ça fonctionne à température ambiante. Donc, tu peux avoir presque entièrement un ordi quantique. Si tu enlèves les détecteurs de photons et les émetteurs de photons, tu peux avoir un ordi quantique qui fonctionne à température ambiante. Et c'est ça qu'ils font actuellement. Ils ont publié quelques papiers récemment qui expliquent un peu ce qu'ils font avec nos puces, que je n'ai pas encore pu lire. Mais ça marche relativement bien pour le moment. Ils font des circuits viables. C'est possible d'ailleurs d'aller utiliser l'ordi en ligne pour le tester. Le troisième très gros domaine d'application, c'est l'aérospatial. On a énormément de projets en lien avec l'ESA, mais aussi d'autres organisations mondiales liées à l'espace et à la défense. Pourquoi l'espace? Parce que quand tu envoies un satellite dans l'espace, tu as envie de mesurer plein de choses, tu as envie de mesurer plein de champs électromagnétiques, plein de lumières différentes, et tu as besoin d'un appareil qui soit léger, petit, qui prenne beaucoup de place et qui résiste à toutes les conditions de l'espace. Et il s'avère que les puces en dessous de silicium marchent très bien pour ça. On a testé nos puces, elles résistent à peu près tout. Elles sont très petites, elles sont très légères et ça ne coûte pas si cher que ça à produire. Donc, c'est quelque chose qui s'utilise beaucoup dans beaucoup de projets de l'ESA pour plein de choses différentes, pour plein de mesures de choses différentes. Ensuite, il y a plein d'autres domaines différents dans lesquels je ne vais pas trop rentrer en détail. Ce n'est pas non plus mon domaine de prédilection, vu qu'il y a des ingénieurs qui travaillent spécifiquement sur toutes les applications et être en contact avec les clients. Mais il y a plein de choses du genre tout ce qui est détection et mesure liées à la biologie. Vu qu'on a des puces qui peuvent processer la lumière visible, c'est très pratique pour eux. Ils peuvent avoir de la lumière, l'envoyer direct sur notre puce qui traite la lumière et ensuite on met la lumière par des détecteurs et ça donne des résultats. Tout ce qui est senseur, tout ce qui est télécom et datacom. Forcément, je pense que vous savez, beaucoup des données qu'on transfère actuellement sont par fibre optique. Donc, une grande partie des réseaux de télécom se font avec la lumière. Les centres de données sont encore en électronique. Donc, il y a beaucoup de travail qui est fait à l'interface entre les centres de données et le transfert des données pour convertir la lumière en circuit électronique ou l'inverse, ou remplacer des composants électroniques par des composants photoniques. Les composants photoniques utilisent beaucoup moins d'énergie parce qu'ils n'ont pas besoin d'être refroidis. Contrairement aux courants électroniques, on sait très bien que les serveurs, ça génère énormément de chaleur et ça demande énormément d'énergie à refroidir. Donc, il y a beaucoup de groupes de recherche qui travaillent sur ça, sur remplacer des composants classiques électroniques par des composants photoniques pour réduire au maximum cette consommation d'énergie. Et ensuite, il y a d'autres applications, ça, je ne sais pas trop ce que c'est. Augmented reality, tout ce qui est un peu masse de réalité augmentée. Forcément, au niveau des puces, c'est tout petit, donc si ça peut processer la lumière, c'est pratique. Et tout ce qui est métrologie. Tout ce qui est en laboratoire, qui a de la lumière, concrètement, généralement, il y a une application qui marche pour nous. Alors, je vais passer sur quelques composants, parce que je vous ai dit à quoi ça sert, je vous ai dit ce qu'on fabrique, mais je vais vous décrire un petit peu quelques composants, des exemples de choses qu'on met sur les puces ou que les clients veulent avoir sur les puces. Le premier, c'est un composant qui est assez important. C'est le MMI coupler, donc le Multimode Interferometer Coupler. L'idée du MMI, c'est
que tu prends un champ de lumière, tu l'amènes vers le MMI, et ensuite tu veux faire soit le splitter en deux, soit le splitter en trois ou en quatre, soit tu veux prendre deux champs différents, tu veux les mélanger, soit tu en prends deux, tu les mélanges, tu les splits en deux, ce que tu veux. Donc là, il y a plusieurs images qui montrent des exemples. Ça, c'est quelque chose qui est sur pratiquement tous les circuits, vu que c'est très pratique. Souvent, beaucoup de clients, tout ce qu'ils veulent, c'est recevoir un flux de lumière avec un détecteur, et ensuite, ils veulent le splitter en deux et l'envoyer vers deux photodétecteurs, ou splitter en deux et l'envoyer vers deux circuits différents. Donc forcément, ça, c'est en réel, tu prends une fibre optique qui se divise en deux. C'est quelque chose qui prend beaucoup de place. Donc si tu peux le faire juste sur une puce, c'est très pratique. Ensuite, envoyer vers d'autres circuits sur la puce. C'est quelque chose qui revient de manière très courante sur tous les circuits qu'on fabrique pour les gens. Donc comment ça marche? C'est assez basique, j'ai envie de dire, au niveau théorique, mais un peu plus compliqué en pratique. L'idée, donc il y a deux schémas un peu récapitulatifs ici. L'idée, c'est que tu amènes de la lumière de la gauche, on va dire c'est le port d'entrée ici, et elle rentre dans une sorte de cavité rectangulaire. Dans cette cavité, vu qu'on a un champ qui rentre dans une cavité, eh bien, ça excite plusieurs modes. Et ces modes, donc, comme une particule dans une boîte quantique, comme une corde attachée entre deux facettes, si tu l'excites, elle peut avoir plusieurs modes avec des nœuds ou des pics d'intensité différents. Là, c'est pareil. Ces plusieurs modes qui sont excités dans la cavité, ils vont interférer et ça va créer des pics d'intensité à certains endroits dans cette cavité. Et l'idée ensuite, c'est d'identifier où il y a ces pics d'intensité et de placer les ports de sortie à la place de ces pics d'intensité. Donc ça, c'est quelque chose qui se trouve via beaucoup de simulations. En photonique, la théorie est extrêmement compliquée, donc on ne fait jamais de théorie. On fait beaucoup de simulations parce qu'il y a plein de modèles assez viables qui ont été développés. Après la simulation, on a un modèle qui a l'air de marcher. Et ensuite, ce qu'on fait souvent, c'est qu'on discrétise ce modèle. Vu que c'est le produit d'une simulation, généralement en pratique, ça ne marche pas exactement de la même manière. Donc on prend ce modèle et ensuite on change un petit peu, on fait plein de variables différentes. On met tout ça sur une puce, ensuite on mesure tout et on voit lequel marche. Et à partir de ça, on a un déterminant. Et en gros, ce qu'on fait après, nous, à Legentech, c'est qu'on détermine lesquels marchent. Et ensuite, on propose aux clients une bibliothèque de composants qui marchent pour eux. Et eux, ensuite, ils peuvent designer leur circuit juste en prenant, OK, ils veulent un MMI qui divise en deux le circuit, ils le prennent et ils le placent à un endroit. Ils en placent un qui fusionne deux trucs, ils le placent à un autre endroit. Voilà. Donc ça, c'est un composant assez essentiel de la photonique intégrée. Il y a un petit graphe là qui montre un exemple. En gros, on caractérise un MMI par son ratio de split. Donc combien, si on envoie un flux dans l'MMI, combien va sortir dans un port et combien va sortir dans l'autre. Donc là, on a un exemple, on a mesuré un qui a envoyé 7% de la lumière dans un port et 30% dans l'autre. Donc des fois, c'est voulu de vouloir une différence. Des fois, on veut pas, on veut pile 50-50. On n'a jamais 50-50 parce que c'est pas un monde parfait. Mais des fois, on se rapproche très près de 50-50. Mais des fois, il y en a qui veulent 90 ou des choses comme ça. Voilà, donc là, il y a d'autres exemples de mesures. Il y en a un où il y a à peu près 50-50. Là, on a 8 ans de 20. Voilà. Donc, ça dépend des applications. Un deuxième composant qui est extrêmement important, que personnellement, j'utilise beaucoup tous les jours pour faire mes mesures, c'est le résonateur. Les résonateurs s'utilisent pour énormément d'applications. Ça s'utilise d'ailleurs, quand j'ai parlé de l'entreprise qui fait des résonateurs quantiques, ils génèrent des états superposés de photons grâce à des résonateurs. Je ne sais pas trop exactement comment, mais ils les utilisent en tout cas. En gros, un résonateur, c'est une cavité. On amène un guide d'onde normal ici, on envoie de la lumière dedans, la lumière se propage et après, oui, elle sort de l'autre côté. Et ce qu'on fait, c'est qu'on place à côté un guide d'onde qui se referme sur lui-même, juste à côté de ce guide d'onde. Et à certaines longueurs d'onde, la lumière qui se propage ici, eh bien, si le résonateur est assez proche, la lumière, elle va se coupler à ce résonateur et elle va rester coincée dedans. Ça va agir comme une cavité où juste la lumière, elle tourne plusieurs milliers de fois. Et graduellement, un petit peu de la lumière, vu que nos circuits ne sont pas parfaits, va s'échapper vers l'environnement jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Donc, la manière un peu la meilleure de voir ce que c'est un résonateur, c'est d'envoyer de la lumière dans ce port à plein de longueurs d'onde différentes. Donc, par exemple, de commencer à 1500 nanomètres et ensuite de faire un sweep avec le laser jusqu'à 1600 nanomètres. Donc, 1500, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 1600. Et on regarde ce qui sort de l'autre côté. Et ce qui se passe, c'est que par exemple, à 1500 nanomètres, on aura la lumière qui va rentrer dans la cavité, qui va tourner et qui va s'échapper. Donc, on n'aura pas de lumière qui va sortir ici. Mais si on va à 1550.01 nanomètres, et ben là, toute la lumière va passer dans le guide. Juste pour des propriétés géométriques où en gros, le mode ne peut pas se coupler ici parce que la longueur de la cavité n'est pas appropriée au mode à cette longueur d'onde. Et si on arrive à 1551 nanomètres, et ben là, peut-être qu'elle se recouplera. Et en gros, ça donne des spectres, je crois que j'en ai à la fin,
de ce genre. Ou si on fait un scan sur une longueur d'onde de 1500 à 1600, et à certaines longueurs d'onde, la transmission, donc la quantité de lumière qui traverse vraiment toute la structure, au lieu qu'elle soit de 30%, elle va descendre en dessous, cette longueur d'onde, elle va aller très bas. Donc à droite, c'est plus une structure classique qu'on mesure habituellement. On a vraiment ces résonances où la lumière ne s'est pas propagée à travers le guidon, où elle est rentrée dans la cavité et elle s'est échappée dans l'environnement. Donc ça nous permet d'avoir des résonances et c'est utile pour beaucoup d'applications différentes. Oups, voilà. Donc une résonance, généralement, elle n'est pas parfaite, forcément. Donc elle a cette forme c'est une forme de Lorentz avec deux choses qui la caractérisent, sa profondeur, donc de combien elle est profonde par rapport au haut ici plat, et de combien elle est large. Et la largeur de cette résonance, c'est ce qui va en gros nous donner le facteur de qualité, quelque chose dont beaucoup de gens parlent dans ce qui est photonique, mais pas que en photonique. En gros, plus la résonance est étroite, mieux elle est parce que elle va target une longueur d'onde très précise. Et pour beaucoup d'applications, on veut qu'une lumière juste très précise rentre dans la cavité et pas un peu la lumière tout autour. Donc une résonance très large sera a priori mauvaise parce qu'on aura plein de longueurs d'onde un peu parasites qui rentreront dans la cavité. Ensuite, il y a plein de choses qu'on peut faire avec le résonateur. On peut jouer beaucoup avec tous les paramètres. En gros, en changeant la largeur, le rayon de la cavité même, on change l'espacement entre les résonances. Donc, par exemple, ça, c'est un résonateur avec un rayon très petit. Ça, c'est un résonateur avec un rayon beaucoup plus grand que celui-là. Plus le résonateur est grand, plus il y aura de résonances fréquentes. Ensuite, on peut jouer avec la distance entre le résonateur et le guide d'onde. Et c'est ça que nous, on utilise pour tester la qualité de nos puces. Donc, si on met un résonateur très près du guide d'onde, il y a énormément de lumière qui va rentrer dans le résonateur, mais il y a aussi beaucoup de lumière qui va re-rentrer dans le guide d'onde. Donc, on aura une résonance très peu profonde parce que toute cette lumière qui rentre, il y en a une grande partie qui revient, qui ressort de l'autre côté. Si on met le résonateur un peu plus loin à la distance idéale, toute la lumière qui va rentrer va s'échapper vers l'environnement et ne va pas se recoupler dans le guide d'onde. Et là, on a une résonance, ce qu'on appelle une résonance critique, on a un couplage critique, où en gros, à cette résonance, la transmission sera de zéro parce que toute la lumière sera rentrée dans la cavité, sera échappée. Et si on met le résonateur très loin, on a ce qu'on appelle un sous-couplage, où il y a peu de lumière qui rentre et une grande partie de la lumière juste se propage sans se coupler avec la cavité. Donc, la raison pour laquelle nous on utilise ça pour les contrôles de qualité, c'est que, en gros, en jouant avec cette distance, on peut estimer la largeur de la résonance et en faisant des développements calculatoires théoriques, on peut déterminer qu'en gros, la largeur de la résonance est proportionnelle d'une manière ou d'une autre à la proportion de lumière qui se couple au résonateur et la proportion de lumière qui est perdue du résonateur vers l'environnement. Donc, ça nous donne une estimation directe de à quel point est fonctionnel notre résonateur. Si en couplage critique, on a une résonance très large, ça veut dire qu'on a beaucoup de pertes et c'est-à-dire que le résonateur garde très peu la lumière, ce qui n'est pas bien. Si on a une résonance très étroite, c'est-à-dire que notre résonateur garde beaucoup de lumière, ce qui est bien. Et donc, c'est ça qu'on utilise en gros à chaque fois qu'on fabrique des puces. On teste un certain nombre de puces avec des résonateurs, on détermine le facteur de qualité et ça nous dit si en gros notre puce marche ou ne marche pas, et si on l'envoie à un client ou pas. Donc, les résonateurs, ils peuvent être utilisés pour beaucoup de choses, comme j'ai dit, par exemple pour un ordinateur quantique, pour gérer des états quantiques. Ils peuvent être utilisés pour beaucoup de filtres. Donc, par exemple, un filtre de démultiplexing en français. Donc, ça permet de sélectionner certaines longueurs d'onde en fonction de la géométrie du résonateur et de comment on le couple avec une autre structure. On peut avoir une certaine longueur d'onde qui se couple au résonateur, qui ensuite se couple avec l'autre structure et ensuite qui va vers un certain port. Et ensuite, en changeant un peu l'autre résonateur, on va avoir une autre longueur d'onde qui se propage et on peut envoyer ça dans un autre port. Donc ça, c'est pratique, par exemple, pour télécom, même si on n'utilise pas trop ça, on utilise un autre composant que je vais expliquer après, où on veut démultiplexer un signal, séparer le signal en plein de sous-signaux et en gros, trouver un message. Il y a ensuite plein d'autres filtres comme les Crow filters, les Vernier filters, qui en gros sont des filtres, si je ne me rappelle pas exactement, mais je sais que c'est des filtres passe haut ou passe bas et plein de choses comme ça. Voilà. Donc du traitement de signal. Une autre chose qu'on peut faire, c'est qu'on peut mettre, j'ai montré un petit dessin au tout début, donc quand on regarde notre structure ici, on a notre puce, on a le guide d'onde, on a le cladding, donc ce qui est autour du guide d'onde, et en gros, au-dessus, on peut déposer, si on veut, du métal.
Ensuite, ce métal, on peut envoyer un courant électrique dedans. Et en envoyant un courant électrique, on va chauffer notre composant. Et en chauffant notre composant, on va changer son indice de réfraction et donc on va changer ses propriétés optiques. Ça, c'est quelque chose qui est très, très, très régulièrement utilisé parce que ça permet de juste, en gros, vraiment choisir comment on veut que notre composant se comporte de manière très facile, juste en appliquant un très petit courant électrique de manière assez simple. Et donc ça peut se faire avec les résonateurs en mettant un métal au-dessus d'une portion du résonateur et en le chauffant. Et du coup, en changeant ça, on change l'indice de réfraction du résonateur et on va changer la position de ces résonances que je montrais. Voilà. Le dernier composant sur lequel je vais parler un petit peu, c'est ce qu'on appelle Arrayed Waveguide Gratings, AWG. C'est quelque chose qui est beaucoup utilisé pour le télécom, justement pour démultiplexer des signaux. Donc l'idée, c'est qu'en télécom, on envoie un signal mélangé, plein de longueurs d'onde mélangées, et ensuite on veut séparer toutes ces longueurs d'onde pour obtenir le signal pour chaque longueur d'onde différente. Et on peut utiliser cette structure. L'idée de base, c'est qu'on envoie la lumière dans une sorte de cavité qui envoie tous les signaux dans plein de ports différents de longueurs différentes. Parce que chaque port a une longueur différente, chaque signal de lumière va prendre une différence de phase. Et quand ils vont arriver ici, vu qu'ils ont tous une phase différente, ils vont interférer destructivement ou constructivement. Et en gros, ils vont interférer constructivement pour une certaine longueur d'onde à un endroit précis. Et à cet endroit, en gros, on peut placer un port de sortie et récupérer la lumière de longueur d'onde spécifique, bleu, vert, jaune, voilà, comme ça. Donc ça se voit en pratique sur un graphe, par exemple ici, où on a un AWG, où on a mesuré chaque port pour une entrée mixte. Et donc, on sépare, on voit qu'à une certaine longueur d'onde, le port numéro 1 est bas. Donc, plus on est haut, plus on détecte de lumière, plus on est bas, moins on a de lumière. Le port 1, il aura plein de lumière à une certaine longueur d'onde, et ensuite, il n'aura rien d'autre longueur d'onde. Ensuite, le port 2, il aura plein de lumière à une certaine longueur d'onde, et rien d'autre longueur d'onde. Donc, ça sépare vraiment toutes ces longueurs d'onde pour détecter plein de signaux différents qui étaient mélangés en un signal. Et ça peut être utilisé dans le sens, ça peut être utilisé pour mélanger des signaux. Ok, donc ça, c'est voilà, quelques exemples de choses qu'on peut mettre sur des puces. Mais il y en a des dizaines d'autres. Et ensuite, quand on assemble tous ces trucs ensemble, ça peut faire des dizaines d'autres applications. Et ça dépend vraiment de l'application, du client, du projet. Je vais rapidement parler un petit peu de ce que je fais personnellement dans l'entreprise. Donc, c'est rien de tout ce que j'ai dit avant, parce que moi, je fais du test. Donc, je m'occupe de tous les tests optiques qui sont à faire sur les puces qui sont fabriquées, tout aussi bien du contrôle qualité standard. Donc, on a 2 grands départements dans notre entreprise. Enfin, on est petit, mais on a 2 départements principaux. On a un département de production où on fabrique des puces de manière standard pour des clients. On utilise toujours le même processus. Donc là, on fait du contrôle qualité normal, où en gros, on va toujours tester les mêmes puces. On détermine si le facteur de qualité et quelques autres paramètres respectent ce qu'on veut. S'ils respectent, on envoie au client. S'ils ne respectent pas, il faut recommencer la fabrication parce qu'il y a eu un problème. Les autres choses qu'on mesure, c'est pour le département de R&D qui teste plein de choses, qui teste des composants nouveaux, qui fabrique des choses pour des projets européens. On participe à beaucoup de projets européens. Et dans ce cas-là, c'est du test qui est un peu différent, qui requiert des mesures de composants différents, qui requièrent de souvent adapter un peu le setup, d'utiliser des fibres différentes, des longueurs d'onde différentes, de détecter des polarisations différentes. Donc, ça requiert un peu plus de travail de laboratoire, un peu plus intéressant. Donc moi, je travaille principalement en laboratoire, mais je travaille aussi, je fais beaucoup de code parce que forcément, ce qu'on mesure, il faut l'analyser. Et il y a une multitude de choses à analyser. En R&D, on analyse toujours des choses différentes, donc il faut toujours développer des nouveaux codes pour ces choses. Donc peut-être la moitié de mon temps est passé à programmer et la moitié est passé à mesurer. Donc là, on a 2 petites images qui montrent un petit peu comment concrètement on vient mesurer ces puces. Donc l'idée, c'est vraiment d'amener une fibre d'entrée ici, la placer très près de la puce et de la mettre au bon endroit pour que ça se couple avec le guide d'onde. Donc là, à droite, on voit, on a une vue zoomée. On a cette fibre. Donc c'est une fibre qui est taillée pour envoyer la lumière très précisément à un endroit. On l'amène manuellement. Je vais montrer juste après une photo d'un setup qu'on utilise. On amène manuellement la lumière au niveau de l'entrée. On essaye de faire en sorte qu'on soit au bon endroit. On a un laser rouge qu'on utilise pour voir l'alignement. Et on voit, en gros, dès que la lumière rentre dans le guidon, on voit la lumière rouge qui se propage dedans. Et ensuite, on vient et on amène la fibre de sortie et on fait la même chose. Et on essaye de faire en sorte que la lumière rentre dans la fibre de sortie
avant de passer à une étape plus précise où on a un algorithme qui va optimiser la position des fibres pour vraiment avoir la meilleure transmission entre les deux. Voilà. Donc c'est très précis, vraiment l'alignement ça se fait au micromètre près, voire moins qu'au micromètre près. Donc il faut un microscope, il faut des piézos pour vraiment contrôler des distances minimes. Donc là, alors je ne peux pas vous montrer le setup que j'utilise moi pour des raisons de confidentialité, mais ceci est un setup similaire, on va dire. C'est un setup assez standard pour les mesures de photonique intégrée. Donc c'est vraiment une photo dézoomée en gros de cette photo. On voit que là, il y a la puce au milieu, donc juste en dessous du 4, et juste à côté, on voit un petit peu la lumière rouge. Donc c'est juste ça en fait. Donc c'est vraiment minuscule. On a les deux fibres, la fibre d'entrée et la fibre de sortie. Avant la fibre d'entrée, il y a plein de petites choses dont je vais parler après. On a un microscope au-dessus qui nous permet de voir ce qu'on fait. On a les piézos ici qui permettent de bouger très précisément la position des fibres. On a aussi un appareil qui permet de bouger très précisément la position de la puce pour mesurer plein de ports différents sur la puce. On a des contrôleurs micrométriques pour bouger les piézos manuellement. Donc ça, c'est un diagramme du setup que nous, on utilise. Donc je vais peut-être passer rapidement un peu sur les petits composants et à quoi ça sert. L'idée, c'est qu'on commence avec un laser qui peut être tuné sur différentes longueurs d'onde. Donc, nous, on travaille principalement sur la longueur d'onde autour du télécom, donc de 1480 à 1640 nanomètres. La raison pour laquelle on travaille sur ça, c'est que c'est le domaine autour du télécom et donc ça intéresse beaucoup de clients. En gros, ce laser, ce qu'il va faire, c'est qu'il va scanner sur une grande plage de longueur d'onde. Il va commencer à une certaine longueur d'onde et puis il va finir à une certaine longueur d'onde. Et nous, on va enregistrer tout ce qui sort pour qu'on ait le résultat sur toute une plage de longueur d'onde et voir ce qui se passe. Cette sortie, elle est splittée en deux parties. Cette première partie, je ne vais pas trop parler de ce que c'est parce que ça prend un peu de temps, mais en gros, c'est juste une règle optique qui nous permet de vraiment mesurer très précisément la longueur d'onde. Enfin, si vous avez des questions, demandez-moi après. Mais la partie importante, c'est celle-ci. Donc, on commence par envoyer la lumière dans un contrôleur de polarisation parce que forcément, on est en photonique, on a de la lumière, donc on peut avoir des polarisations différentes. Et en fonction de la polarisation, le comportement sur la puce il peut être similaire, mais il peut aussi être totalement différent en fonction du composant. Donc souvent, il faut qu'on teste le composant pour une polarisation spécifique. Donc là, en gros, on a un truc où c'est des fibres qui se tordent sur elles-mêmes, et en tordant la forme de la fibre, la lumière qui sort à la sortie changera de polarisation. En sortant de ça, on envoie la puce vers une photodiode qui va en gros mesurer combien de lumière on envoie dans la puce, parce que ce qu'on veut mesurer à la fin, c'est le pourcentage de lumière qui a réussi à traverser la puce. Donc cette première photodiode qui est envoyée vers une carte d'acquisition qui est ensuite liée à un ordinateur. L'autre partie est envoyée vers la puce pour qu'on envoie dans la structure à mesurer. C'est fusionné avec un laser rouge. Donc, ce qu'on voit ici, donc ce qui nous permet de voir si on passe vraiment dans la puce. Ça passe dans la puce, ça sort et ça va vers une autre photodiode qui est aussi liée à la carte d'acquisition et ce qui nous permet de mesurer la transmission. Voilà, donc c'est rien de très compliqué, c'est assez basique, c'est juste un assemblage de plein de fibres. En pratique, ça devient assez, là vous pouvez voir en arrière-plan, c'est pas un très bon exemple de setup parce qu'il n'est pas très propre, mais généralement il y a des fibres de partout, ça devient un peu pénible à travailler avec, mais du coup il faut être propre, il faut bien tout ranger. C'est vraiment du travail de laboratoire assez pur. Ça, c'est un peu une vue d'ensemble du setup, plus général, plus sur les connexions avec l'ordinateur. Comme j'ai dit, les fibres doivent être alignées très, très précisément à la puce. Donc, elles sont placées sur des piézos. On a un algorithme qui est là pour optimiser la position des fibres, qui en gros enregistre en temps réel la lumière qui est enregistrée à la sortie et teste plein de positions différentes. Donc, c'est juste un algorithme de boussole où en gros, il réduit graduellement l'étendue de ces tests. Et en gros, ces piézos, ils sont reliés à des contrôleurs de piézo à qui on peut dire d'appliquer une certaine tension au piézo. Et en fonction de cette tension, on a un certain déplacement. Voilà. Et donc ça, c'est les deux graphes un peu d'exemple que je voulais mettre. Je ne peux pas montrer tant de graphes. Désolé pour des raisons de confidentialité de nouveau. Mais ça, c'est un peu deux jolis exemples de mesures qu'on peut faire sur un résonateur où on fait un scan d'une certaine longueur d'onde à une autre longueur d'onde et puis on voit ces résonances. Et à partir de ces résonances, on peut mesurer leur facteur de qualité, leur profondeur, voir comment ça correspond en fonction de la longueur d'onde. On peut mesurer l'écart entre les résonances, on peut vérifier plein de choses. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Donc, si les quelques personnes qui sont ici ont des questions, n'hésitez pas.
Vous pouvez aussi me poser des questions, bien sûr, sur ce que c'est de travailler dans une startup, ce que c'est de travailler dans une entreprise. Forcément, j'étais étudiant jusqu'à assez récemment, donc j'ai encore en tête un peu ce que c'est d'étudier la physique. Et donc, je connais un petit peu le pas de passage de la théorie de physique à l'appliquer en entreprise. Bah, merci beaucoup, c'était très intéressant. Euh, donc, ouais, si vous avez des questions, vous pouvez y aller maintenant. Oui, moi j'ai une question. Oui. Merci pour ta présentation. Déjà. C'était par rapport quand tu as fait ton stage, tu as directement travaillé sur ce que tu fais maintenant ou tu as un peu changé de poste dans l'entreprise que tu es maintenant? J'ai à peu près directement travaillé sur ce que je travaille maintenant, principalement parce qu'en gros, ils n'avaient pas de personnes à temps plein qui travaillaient sur ce que je faisais. Donc, ils avaient des stagiaires qui formaient à chaque fois. Et du coup, à chaque fois, bah, les stagiaires avaient un peu des lacunes. Donc, ils ont décidé de recruter quelqu'un à temps plein. Donc, c'est pour ça qu'ensuite, ils m'ont recruté à temps plein. Mais maintenant, mon travail évolue un petit peu, en partie parce que l'entreprise s'oriente vers, comment dire, on essaye de passer un processus d'industrialisation un peu plus élevé. Donc, maintenant, j'ai pas mal de travail avec d'autres machines. On va acheter d'autres setups. Donc là, les derniers 6 mois, j'ai beaucoup travaillé sur du contact avec des entreprises pour acheter des produits de laboratoire, les tester et ensuite pour les utiliser après. Donc mon travail évolue un peu, mais en tout cas, ce que je faisais jusqu'à il y a peut-être quelques mois en commençant mon travail, c'était à peu près la même chose que je faisais en commençant mon stage. Merci. Je vois qu'on a une autre question sur le chat de Arthur. As-tu l'occasion d'interagir avec les clients de temps à autre? Très très peu. En gros, on a des ingénieurs d'application dont le rôle c'est d'interagir avec les clients. Donc généralement, ils font le pont entre les clients et nous. De temps en temps, quand c'est plus simple, on fait des appels directement avec les clients, principalement quand ils ont des plaintes, quand ils pensent qu'ils ont un problème. Généralement, c'est juste qu'ils ont mal mesuré nos puces. Donc souvent, en gros, c'est moi qui leur explique comment mesurer ou qui analyse leurs mesures et qui voit avec eux ce qu'ils ont fait et souvent ce qu'ils ont mal fait. Du coup. Mais sinon, non, assez peu. Comme j'ai dit, il y a des ingénieurs qui sont là pour ça et du coup, c'est leur travail. C'est presque assistant de TP finalement. Tu leur expliques Un comment petit peu, ouais. mesurer. D'une façon. Exactement. Et moi, j'avais une question plus liée peut-être à la présentation. Enfin, au début, en tout cas, tu disais Ouais. que les puces qui utilisent les puces électroniques classiques, disons, elles s'utilisent pour des choses très différentes que ce que vous faites. Ouais. Et c'est quoi typiquement, enfin, est-ce qu'il y a quelque chose de typiquement qu'on peut pas faire avec, enfin, qu'on peut faire avec les vôtres et pas avec les puces Concrètement, tout ce qu'on fait, ça se fait pas avec des puces électroniques parce que tout ce qu'on fait, c'est désigné pour la lumière. Donc, Ok, c'est des ok. domaines Alors peut-être qui... plus une application, je sais pas, peut-être un truc plus. Ok, ouais, au niveau fondamental, j'imagine que ça fonctionne pas pareil. Mais est-ce qu'il y Ouais, a exactement. C'est une vraiment pas le même utilise. Ouais. système. Donc, en fait, c'est assez intéressant parce qu'au final, on fabrique nos puces exactement avec les mêmes processus que pour l'électronique classique. C'est Ok. pour ça d'ailleurs que c'est assez facile pour nous d'en fabriquer parce qu'il y a déjà 60 ans de background de recherche sur toute la ligne CMOS en gros, qui est déjà là et on peut réutiliser tout ça pour fabriquer nos puces. Mais au final, ce qu'on fait, ça n'a rien à voir avec ce qu'ils font. Même Ouais. si on utilise les mêmes machines pour fabriquer les puces, même si on utilise les mêmes salles blanches et tout, on ne fait pas du tout les mêmes choses. Alors peut-être plus au niveau parce au niveau fondamental, du coup, ça fonctionne pas pareil, mais au niveau des applications, est-ce qu'il y a des trucs qu'on peut pas faire avec des puces classiques ou- Vraiment tout ce qui est mesure de biosensing en laboratoire pour ce qui est en biologie. Comme j'ai dit, ce qu'on fait dans l'espace, c'est quelque chose qui est assez spécifique à nous parce que c'est mesure Ok, de ouais. champ électromagnétique, c'est Ouais, traitement c'est de vrai. lumière. Ouais, je dirais que c'est principalement Ok, ces trucs. ok. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, salut, j'avais aussi encore une question. Tu as déjà un peu mentionné, ou genre, tu as un peu proposé cette question avant, et en vrai, je suis quand même assez intrigué par la question, genre, comment la vie elle a changé par rapport aux études. Et je veux dire, quel a été un peu le changement par rapport à la physique, genre brute, théorique, et le travail en entreprise. Tu as, genre des différences pertinentes genre dans la vie de physicien en entreprise par rapport à la vie de physicien à l'EPFL. Mhm. Alors, il y a beaucoup de choses à dire. De base, c'est différent parce que quand tu travailles, déjà, on va dire, je vais d'abord commencer par la vie de manière générale, parce que tu as un rythme différent. Tu travailles 8 heures par jour sur une plage assez spécifique. C'est pas comme quand tu es étudiant où tu
travailles un peu quand tu veux. Enfin, perso, des fois, je ne bossais pas tous les jours de la semaine, et ensuite, je bossais le week-end. Voilà. Là, je ne peux pas trop faire ça. Donc, ça, c'est la première chose qui est différente et qui est bien parce que tu as des week-ends, tu es sûr que tous les soirs, tu n'as pas à travailler. Mais d'un autre côté, c'est un peu fatigant parce que tu dois bosser 42 heures par semaine et c'est un peu épuisant des fois mentalement. Ensuite, niveau physique, alors ça n'a rien à voir. Parce que concrètement, je ne fais plus de théorie. Je ne fais vraiment jamais de théorie. De temps en temps, j'ai 2-3 équations quand je dois calculer un truc, mais la plupart des équations que j'utilise, en gros, je les ai apprises dans le premier mois. Et la plupart des équations que j'utilise, souvent, je les tire de papier, parce que c'est des choses assez compliquées théoriquement. Donc souvent, moi, je vais juste prendre des trucs qui ont déjà été déterminés par des gens et puis les appliquer pour mes codes, ce genre de choses. Donc ça, c'est la première chose qui est différente. Par contre, après, ce qui est assez similaire, c'est que je travaille quand même beaucoup en laboratoire. Donc ça me rappelle beaucoup ce que j'ai fait. Pour les gens en bachelor, c'est peut-être un peu moins comme ça, mais en tout cas, pour ce que j'ai fait en TP4 ou peut-être TP3, c'est un peu similaire. Mon travail, ça ressemble beaucoup à ce que tu fais en TP4. C'est-à-dire que tu passes beaucoup d'heures dans le labo à essayer de mesurer des choses. Souvent, ça ne marche pas. Il y a tout le temps des trucs qui se passent mal, il y a tout le temps des appareils qui se cassent pour aucune raison, il y a tout le temps des bugs, il y a tout le temps des débris qu'il faut installer sur l'ordinateur. Donc, il y a beaucoup de debugging à faire. Je pense être physicien, ça aide à faire ce genre de choses. Et ensuite, il y a beaucoup d'analyse de données, d'écriture de rapports. Donc, ça ressemble beaucoup au travail de TP. Mais vraiment, tout l'aspect cours, série, c'est parti ça. Donc, je dirais que c'est un peu les deux plus grosses différences. Est-ce qu'il y a encore des questions? Sinon, peut-être aussi, est-ce qu'il y a Enfin, je ne sais pas exactement qu'est-ce que tu avais fait pour le master. Enfin, en tout cas, première année master, tu avais pris des cours, j'imagine, Ouais. ouais. Est-ce qu'il y a... Alors, concrètement, je n'ai pris aucun cours utile à ce que Ok, je fais. Enfin, ok, quand j'ai ouais, commencé mon c'était ça ma stage, question. j'ai un peu trouvé mon stage par chance parce qu'il n'y a personne d'autre qui cherche un stage. J'ai rentré dans la startup et j'ai demandé s'ils avaient un stage et ils ont fait ah, pourquoi pas. Si vous voulez faire la photonique, il y a des cours à prendre. Le problème, c'est que la plupart des cours de photonique de l'EPFL en physique, en tout cas, c'est des cours assez théoriques, souvent faits par Kippenberg, qui sont assez durs et souvent qui n'ont pas trop d'utilité, je trouve, parce que j'ai regardé un peu du coup les programmes qui n'ont pas énormément d'utilité pour être ensuite ingénieur dans la photonique. Mais ils sont bien à prendre. Enfin, le cours de Kippenberg de laser physics, je pensais bien. Le cours d'optique quantique que j'ai pris, c'était du Pertu à l'époque, donc c'était différent. Il y a plusieurs choses que j'ai retrouvées ensuite dans le cours. Le cours de Buté que j'ai pris sur les semi-conducteurs, les puits quantiques, tout ça. C'est de prendre le cours qui avait plus de lien avec ce que je fais maintenant, même si pas non plus énormément de lien. Je crois qu'il y a peut-être des cours. En fait, il y a un mineur en photonique. Donc, c'est très possible qu'il y ait beaucoup de cours en génie électrique ou en microtechnique qui traitent beaucoup plus de ce que je fais actuellement que les cours que j'ai pris en physique. Donc, il faut aller voir, vu qu'il y a des cours agréés, ça peut être une bonne occasion d'en utiliser. Et je sais que dans mon entreprise, il y a assez peu de gens qui ont fait, il y a quasiment personne qui a fait un master en physique. La plupart des gens ont fait des masters européens en photonique ou de la microtechnique ou du génie électrique. Voilà. Ok. Mais enfin, tout ça pour résumer que la plupart des choses que je connais maintenant, je les ai apprises pendant mon stage et mon PDM et pas via des cours. Et le PDM? Ah oui, non, ouais, non. Du coup, c'était aussi. Enfin, tu étais chez Kippenberg, du coup, pour. Enfin, pardon, tu étais en entreprise, mais le TP, tu étais chez Kippenberg au début. Non, mon prof superviseur, c'était. Ah, Attends, ok. tu parles de TP4 ou... Non, ouais, je parlais de TP4, ouais, pardon. Ah, mon TP4, j'ai fait chez Capon. Ah, ok, Euh, ok. En fait, c'est peut-être la chose qui avait le plus de lien avec ce que je fais maintenant. C'était sur Ok. de nouveau de la photonique intégrée, mais c'était avec des quantum dots. Donc, ça n'avait pas Ok. grand-chose à voir avec ce qu'on fait. C'était pas le même matériau. Ok. Mais c'est un peu ça, en fait, qui m'a fait découvrir la photonique intégrée. Et c'est pour ça, ensuite, que j'ai demandé à aller Genentech un stage Ok. en voyant quelques conférences. Mais bon, son labo n'existe plus. Donc, Ouais. voilà. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas vraiment. Il n'y a pas l'air. Bon, on a S'il y a tenu. plus de questions, on peut couper le record, je pense. Ouais, effectivement.